Ok, les amis, vous allez vous rappeler que depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la fonction financière d'une entité. Et tout au long des matières qui ont été vues, le souci était de vous faire voir comment l'argent est géré dans une entité et beaucoup plus, l'objectif était d'analyser l'aspect financier d'un bilan. Comment faire parler le bilan qui est une photographie de l'entité, faire parler ce bilan-là sur le plan financier. Et la fois dernière, j'ai parlé de la liquidité. Et ici, je voudrais parler des revenus de l'entité. Et nous sommes ici au chapitre 10. Revenus donc nous voulons parler des revenus de l'entité. Qu'est-ce qu'on entend par revenus de l'entité? Ce sont les ressources qui découlent de l'exploitation d'une entité, des activités d'une entité. Et depuis la 3e année, nous avons parlé de 8 paliers. 8 paliers qui nous donnent les différents éléments de ces ressources. Et ce qui est à la base de ces ressources, c'est ce que nous appelons la rotation des capitaux. Il y a de l'argent que les associés ont investi dans une entité et cet argent-là se transforme premièrement en marchandises, c'est-à-dire en stock, et de la marchandise, nous avons les créances, c'est-à-dire les marchandises sont vendues aux clients et nous avons des droits sur les clients et des clients, nous pouvons avoir les liquidités, c'est-à-dire l'argent. Et ici, je voudrais vous parler de 8 paliers que vous connaissez déjà. Donc, le premier palier, c'est la marge commerciale. Cette marge commerciale, c'est le compte 13.2. Comment nous calculons la marge commerciale? La marge commerciale est donnée par 61 moins, je m'excuse, nous commençons par 71 moins 61 plus ou moins 32. Vous connaissez comment ça se passe? C'est que nous avons une marchandise que nous devons vendre au prix de vente et cette marchandise a été achetée à ce prix et en même temps nous avons un stock qui a existé avant ce que nous pouvons appeler le stock initial. Vous devez, depuis la 3e, nous vous avons dit qu'il faut bien gérer les plus ou moins ici. Ça signifie que si nous avons ce compte ici à un solde débiteur, il se comporte comme un compte de charge, il s'additionne au compte 61 pour que le tout soit déduit du compte 71. Et si le solde du compte 632 est créditeur, à ce moment-là, ce compte se comporte comme un compte de produit, donc il vient s'additionner. Nous allons prendre le moins, multiplié par le moins, ça va nous donner plus. C'est que ce compte ici viendra s'ajouter au compte 71 et de ce total ici, nous allons déduire le montant de 61. Ça c'est très important lorsqu'on vous présente la balance. Il faut bien gérer ce signe. Et les différentes formules que je vais vous donner sont données sous forme mathématique. Mathématique, pourquoi ici? Parce que nous sommes en 6e, nous devons gagner le temps et nous n'aurons pas beaucoup de temps à l'examen du temps. Voilà, ça c'est la marge
commerciale. Avec la marge commerciale, les soucis ou l'interprétation purement comptable, c'est qu'il y a une marchandise qui a été achetée, c'est-à-dire le prix de revient comme on nous enseigne cela à l'école primaire, et à ce prix de revient, l'entité ajoute quelque chose, un montant, et c'est ce montant-là qui constitue le bénéfice, parce que le bénéfice, par définition, c'est la différence entre le prix de vente et le prix de revient. Voilà, donc la marge commerciale traduit le surplus qui a été ajouté à ce prix d'achat ou à ce coût d'achat. Deuxième élément ou deuxième palier, c'est ce que nous appelons la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le compte 33.3. C'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée traduit la richesse, la création de la richesse au sein de l'entité. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que quand on parle du produit intérieur brut d'un pays, le produit intérieur brut d'un pays est calculé en sommant toutes les valeurs ajoutées produites par différentes entités au sein de ces pays-là. C'est-à-dire, la valeur ajoutée traduit la création de la richesse. Et vous allez vous rappeler que quand on a expliqué cette notion ici, nous avons donné des exemples par rapport même à la production minière dans notre pays. Lorsqu'il y a des minerais qui sont vendus à l'état brut au niveau du pays, il y a un manque à gagner. Nous n'avons rien ajouté à ces minerais-là, c'est de la terre qu'on vend, et quand on vend de la terre, donc il n'y a pas production de la richesse, et d'ailleurs, non seulement il n'y a pas production de la richesse, il y a aussi un chômage qui se crée, parce que pour créer de la richesse, il faut créer des industries, et ces industries-là auront besoin de la main-d'œuvre, il y a des gens qui seront payés, et de cette manière-là, on peut créer la richesse et vendre les produits finis, et c'est cela qui va permettre à un pays de se développer. Lorsque c'est la terre qui est retirée du sous-sol, on doit vendre cela à l'état brut, donc on ne fait rien. C'est pourquoi à un certain moment, on a même parlé de la Chine qui était le premier producteur du cuivre. Pourquoi? Parce que nous avons vendu la terre et c'est la Chine qui a transformé en produit fini. Par conséquent, on nous a oubliés et c'est la Chine qui a créé la richesse par rapport à ces minerais-là. Donc, cet indicateur sur le plan économique est très important, la valeur ajoutée. Nous devons chaque fois dans un pays voir à quel niveau ou dans quelles conditions nous créons la richesse ajoutée quelque chose. C'est comme un couturier qui a acheté un tissu et il crée de la richesse à partir de ce tissu-là. Il cherche les boutons, il donne une forme à ce tissu-là et le tissu qui était acheté peut-être à 15 000 sera revendu à 25 000. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une richesse supplémentaire qui a été ajoutée. Et pour calculer la valeur ajoutée, nous partons du compte précédent, c'est-à-dire le compte 32, qui est la marge commerciale. Et à cela, nous ajoutons tous les comptes des produits, c'est-à-dire 72 jusqu'à 77. À cela, nous avons les comptes 71, 72, plus ou moins 73. Vous comprenez pourquoi ici je parle de plus ou moins, parce que c'est un compte de stock. Et à partir de cela, nous pouvons ajouter les comptes 78.1 et nous déduisons tous les comptes des charges à partir du compte 62. Vous allez comprendre pourquoi nous partons du compte 62, c'est parce que le compte 61 est déjà utilisé et nous allons sommer tous les autres comptes jusqu'au compte 65. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre bilan, votre balance plutôt, vous allez prendre tous les comptes de produits à partir de 72 jusqu'à 77.
73, et puis vous prenez le compte 78. Ici, on peut même aller jusqu'à 75 pour considérer ou tenir compte de tous les comptes. Vous vous arrêtez. Là, nous sommes allés puiser les comptes 78 qui n'est pas dans cette rubrique ici. Et nous déduisons tous les comptes de charges à partir du compte 62 jusqu'au compte 65. C'est de cette manière-là que nous essayons de mémoriser cette formule ici qui est la formule la plus longue de cette série ici. Troisième palier, là nous sommes au niveau du compte 13-14. L'excédent brut d'exploitation, c'est quoi? Il est d'abord donné par le compte 33.3 moins le compte 106. Ici, nous sommes en train de parler des revenus. Revenus, c'est ressources. Revenus, ça peut signifier aussi bénéfice. Mais nous sommes en train de voir comment le bénéfice qui a été dégagé au sein de l'entité a été géré pour nous retrouver en fin de compte avec les comptes 13.1. Les comptes 13.1, c'est ça le bénéfice qui est distribué aux associés. C'est cela qui est donné aux associés. L'excédent brut d'exploitation, c'est juste la valeur ajoutée moins les charges du personnel. Moins les charges du personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons dégagé un résultat, une richesse. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste lorsque nous avons payé les personnels? Donc, lorsque nous avons un résultat, moins les charges du personnel, ça nous donne ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Et je vous ai dit à l'époque que généralement les charges du personnel doivent prendre 60%. C'est cela qui est recommandé, 60% du revenu d'une entité. Et vous comprenez que déjà à ce niveau ici, pour ce qui est de l'entité, il reste à cette entité ici 40%. On voudrait voir, nous avons généré un bénéfice et quand nous avons payé les personnels, qu'est-ce qui reste, qui nous reste? C'est ça l'excédent brut d'exploitation. Et après l'excédent brut d'exploitation, nous avons les résultats d'exploitation qui est le compte 13.5. Ce compte ici, il est déterminé par le compte 13.4 plus 79.1 plus 79.8 plus 79.9 moins 68.1 plus 69.1. Ici, nous voulons voir la performance d'une entité. La performance, sa capacité en ce qui concerne les activités d'exploitation, sans tenir compte de la politique de financement. C'est-à-dire, ici, avec cet indicateur, la politique de financement est mise de côté. C'est-à-dire, nous ne cherchons pas à voir comment l'entreprise ou l'entité a eu des financements à gauche, à droite, mais par rapport aux activités de tous les jours, qu'est-ce que nous réalisons comme résultat? Et au niveau du cinquième palier, nous avons les résultats financiers. Et vous allez constater que les résultats financiers ne prennent que les comptes financiers. Nous avons les comptes 77, nous avons les comptes 78,7, nous avons les comptes 79,7, moins les comptes 67, plus 69,7. Ici, lorsque nous prenons ce palier nous renseigne sur la politique de financement de l'entité. Comment l'entité s'est procuré l'argent qui a servi à pouvoir financer certaines activités au sein de l'entité. Donc, la politique de financement, nous l'analysons à partir d'ici. Et d'ailleurs, ici, vous allez comprendre, déjà à partir de la formule, que la politique de financement n'est pas liée aux autres paliers. C'est pourquoi le compte 13.4 n'a pas été inséré ici. Donc la politique de financement est indépendante des autres paliers. Et
Au 6e point, nous avons le résultat des activités ordinaires. Avec ces paliers ici, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons étudier. Nous voulons étudier ici. Nous avons d'abord 13,6. Ici, nous avons 13, le compte 13,7. Résultat des activités ordinaires. Activités ordinaires, ça a été enseigné à son temps. Ça signifie quoi? C'est-à-dire les activités qui découlent de ce qui relève de la vocation même de l'entité. Qu'est-ce que l'entité exerce comme activité principale? Vous allez vous rappeler qu'à l'époque, je vous ai donné l'exemple. Si nous prenons, nous restons à la maison, c'est-à-dire nous prenons l'exemple du complexe scolaire L'Âge d'Or, l'activité principale, c'est donner des enseignements aux élèves, c'est ça l'activité principale. Mais vous allez constater qu'à un certain moment, L'Âge d'Or peut vendre des uniformes. On vend les uniformes à la rentrée scolaire. Le fait de vendre les uniformes ne fait pas de L'Âge d'Or une entité qui est en train, je ne sais moi, qui a pour activité de faire du commerce en rapport avec les uniformes. Le fait de vendre les uniformes, c'est une activité hors exploitation, c'est-à-dire une activité qui ne cadre pas avec la vocation principale de l'entité. Et ici, nous prenons les comptes 13,5 plus les comptes 13,6. Lorsque nous additionnons les deux paliers ici, nous avons les activités ordinaires, c'est-à-dire ce qui découle de l'activité principale de l'entité. Et chaque entité a toujours une activité principale et une activité accessoire. On peut sponsoriser les sports, on peut se lancer dans telle autre activité qui n'est pas une activité principale. Donc la comptabilité ou l'OADA a différencié ce qui est ordinaire, ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Donc il n'est pas interdit à une entité de faire d'autres petites activités en dehors de l'activité principale. Et après cela, nous avons les résultats hors activité ordinaire, qui est le compte 13,8, qui prend maintenant les revenus des activités accessoires. Là, nous allons prendre les comptes 82 plus les comptes 84 plus 86 plus les comptes 88 moins les comptes 81 plus 83 plus les comptes 85. Là, vous comprenez que dans cette classe, tous les comptes pairs constituent des comptes de produits comme les 70, comme les 72, 71, 77, 71, et les comptes qui ont des numéros impairs constituent des comptes des charges, c'est-à-dire ces comptes se comportent comme les comptes de la classe 6 et les autres se comportent comme les comptes de la classe 7. Et ceci, c'est hors activité ordinaire. En dehors de ça, nous prenons le dernier palier, qui est le palier 8, qui nous donne les comptes 13,1, et d'habitude nous disons 13,1 ou 13,9 pour dire une entité peut réaliser soit un bénéfice, soit une perte à ce niveau. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le compte 13,7 et le compte 13,8, nous les sommons. Nous avons 13,7 plus 13,8 moins, vous allez comprendre qu'ici, nous avons sauté les comptes 87 et les comptes 89. Les comptes 89, c'est l'impôt sur les revenus. C'est-à-dire, ici, nous déduisons la participation des travailleurs, qui est le compte 87. C'est de l'argent qu'on donne aux travailleurs juste pour une façon de les motiver, une façon de rémunérer, comme un cadeau, un don.
qu'on peut faire aux entités et aux travailleurs plutôt. Et ça, c'est l'impôt sur les revenus qui est calculé sur la somme de ces deux éléments. Et quand on déduit de la somme de ces deux comptes, la participation des travailleurs, l'argent qui est donné aux travailleurs et l'impôt sur les revenus, nous avons enfin les résultats, c'est-à-dire l'argent et les associés, les gens qui font fonctionner l'entité peuvent enfin se partager. Voilà ce que nous avons prévu dans un premier temps au niveau des revenus de l'entité. Merci et portez-vous bien.